Une autre spécificité de la parole, outre qu'elle soit première, j'ai déjà fait allusion, c'est le pouvoir qu'elle a. Parole et pouvoir, dans le deuxième point. Il est important de réfléchir, je disais, à ce qui spécifie la parole et surtout à ce qui la fonde, car elle est notre instrument privilégié. Elle est l'instrument privilégié des formateurs qui peuvent s'en servir comme d'un instrument de pouvoir sur les faits formés. Nous savons tous que la parole peut être un redoutable outil quand elle est utilisée pour séduire l'autre, c'est-à-dire pour l'amener ailleurs que là où il voudrait, pour séduire les foules. C'est l'instrument privilégié des dictateurs, et annihiler le désir de l'autre. Un redoutable outil aussi, pensons aux médisances, aux calomnies qui peuvent détruire un autre, qui peuvent tuer même. Les dictateurs, les démagogues et autres obsédés du pouvoir en usent et en abusent pour harceler. Le harcèlement moral repose aussi sur la médisance ou sur une parole qui tue, pour harceler, faire taire les subordonnés et imposer des vues. Nous, formateurs, avons une parcelle de pouvoir liée à notre statut. Il est inutile de dire que nous n'avons pas de pouvoir ou que nous ne voulons pas de pouvoir. Notre statut de formateur vis-à-vis de formés, d'apprenants, disons, nous confère du pouvoir. Ce qui est important, c'est l'usage que nous en faisons, n'est-ce pas? Non pas, il ne s'agit pas d'en abuser, il ne s'agit pas de faire comme si on n'en avait pas, mais il faut l'utiliser humainement, le canaliser. Et pour nous garder d'en abuser, il est essentiel de nous inscrire dans une éthique, d'inscrire notre action dans une éthique du sujet fondée sur le respect mutuel, la confiance, le partage et l'échange, n'est-ce pas? Et ça, il est important de le dire aussi. Parce que le désir de reconnaissance qui nous habite tous au plus profond, hein, tout au long de la vie, doit être bordé, bridé par les lois qui régissent l'humain. Et les lois, c'est la loi qui interdit l'inceste, donc l'interdit de la fusion, donc l'interdit de la séduction de l'autre, l'interdit du meurtre, bien sûr, évidemment. D'où l'importance d'avoir fait un travail de réflexion, un travail sur soi, pour réfléchir à ce que nous cherchons en tant que sujet, en nous engageant dans la formation, comme dans l'enseignement d'ailleurs. Car il ne suffit pas de prendre la parole, qui est, je le disais tout à l'heure, le vecteur essentiel de la transmission. Il convient surtout de la donner, n'est-ce pas? Et de savoir écouter. Montaigne, que je citais tout à l'heure, rappelait aussi, ou écrivait, la parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute. En conséquence, et si nous nous référons à l'analyse de pratique, dont le soutien au soutien est une version particulière, il importe de poser un cadre, ou le cadre, c'est-à-dire d'énoncer clairement les règles où doit s'inscrire le travail de réflexion. Et lors de chaque séance de soutien au soutien, nous rappelons aussi, parfois une personne nouvelle arrive, mais il est bon de le rappeler souvent, les règles de respect mutuel, de non-jugement des personnes, c'est absolument essentiel, de confidentialité des cas et de solidarité dans la recherche. L'énonciation de ces règles permet d'instaurer un cadre, un espace de confiance où chacun se sent à l'aise et surtout en sécurité. Et c'est énorme dans nos métiers d'énoncer cette règle du non-jugement des personnes, alors que nous savons, par notre expérience d'anciens élèves, combien nous avons été évalués, jugés en tant que personnes et pas seulement de production scolaire. Donc le cadre, l'énonciation des règles, intervient en tiers. Il a pour fonction, le cadre, de définir les limites à l'intérieur desquelles chacun est invité à parler aussi authentiquement que possible d'une situation qui lui pose problème. Et c'est seulement quand on peut être rassuré, n'est-ce pas, dans cet espace
hors menace, comme dit Jacques Lévin, que l'on peut parler en toute sécurité. Donc, je vais parler brièvement maintenant du pouvoir de la parole, d'où la nécessité d'instaurer un cadre. Je vais parler maintenant du pouvoir d'éclaircissement de la parole. Nous savons tous que parler à un proche ou à un ami d'un événement qui vient de nous arriver et qui nous a mis en moi permet de déposer cette émotion, de s'en trouver un peu apaisé quand c'est une émotion douloureuse, et aussi d'y voir plus clair. Vous avez peut-être entendu parler de l'anecdote que rapporte Sigmund Freud, donc le fondateur de la psychanalyse, de son petit-fils, un enfant de 3 ans qui vivait chez lui depuis la mort de sa mère, qui était apeuré dans l'obscurité de la chambre. L'enfant, angoissé, donc de 3 ans, appelait sa tante. « Tante, parle-moi, parce qu'il fait si noir. » Et la tante répondit « Mais à quoi cela te servirait-il, puisque tu ne me vois pas ?» Et l'enfant répondit « Ça ne fait rien. Quand quelqu'un parle, il fait clair. » C'est une parole lumineuse, c'est le cas de le dire. À relier à la phrase si vraie aussi de Françoise Dolto, selon laquelle la parole humanise la souffrance. En analyse de pratique, en soutien au soutien, plus exactement, donc que je connais bien, une personne volontaire s'autorise à dire devant d'autres, aussi exactement que possible, et une fois le cadre posé, ce qui s'est passé exactement dans une situation conflictuelle avec un élève ou avec un parent ou avec un collègue. Il s'agit de verbaliser l'action qui semble d'abord opaque, de nommer les gestes et les paroles qui l'ont accompagné. C'est une tâche difficile, car on s'implique en tant que sujet. Et tout en essayant de mettre des mots sur la pratique, nous savons bien que la personne dit aussi quelque chose de son embarras, de sa difficulté à comprendre, de son empêchement de penser, même aussi parfois. Aussi, l'accueil bienveillant de la parole de la personne, de l'exposant, l'accueil bienveillant du groupe est-il nécessaire? Telle une famille suffisamment bonne, pour reprendre l'expression de Winnicott, le groupe encourage par son écoute la personne à continuer d'exposer ce qui s'est passé, ce qui contribue à mettre un peu d'ordre dans le désordre de la mémoire et le chaos émotionnel. Ce premier temps d'exposition, où les hésitations, les retours en arrière et les détours sont fréquents, est aussi le temps du dépôt de la plainte, comme dit Jacques Lévin, qui a parlé longtemps, écrit aussi à propos des temps de la méthode du soutien au soutien. Le temps du dépôt de la plainte, tant il est vrai que l'exposé d'une pratique n'est jamais neutre, n'est-ce pas? Il est traversé d'intersubjectivité. Vient alors le temps où l'animateur propose aux collègues de poser des questions à l'exposant pour essayer de mieux comprendre tel ou tel aspect. Et il les invite aussi à faire des associations visant à mettre la situation singulière dont il est question, à mettre cette situation en miroir d'autres situations qui ont pu être vécues par eux. Ce faisant, le groupe, et c'est le travail de la parole dans les groupes qui est extrêmement important et riche, après que la personne a exposé le cas, le groupe se l'approprie ce cas. Il en délivre, pour ainsi dire, la personne impliquée. Elle va pouvoir, de ce fait, réfléchir à distance. Parce que parler d'une situation difficile permet de s'en distancier avec davantage de lucidité. Et c'est le travail du groupe, des membres du groupe solidaire, de cheminer ensemble vers plus de clarification de la situation qu'ils s'approprient. Et curieusement, je ne sais pas si ça vous est certainement déjà arrivé, au fur et à mesure que l'on parle et que les autres demandent des éclaircissements, on dit très souvent « Ah, mais j'avais oublié tel ou tel détail, j'avais oublié de dire ça », n'est-ce pas? C'est donc l'interactivité, l'intersubjectivité
aussi, qui permet de devenir attentif à des liens qu'on n'avait pas perçus et de se rappeler aussi des moments importants qu'on avait négligé de dire. Et les détails nous reviennent, comme on dit. Ils nous reviennent du passé lointain de l'action, n'est-ce pas, qui était opaque. Et au fur et à mesure qu'on en parle, eh bien, on l'éclaircit. C'est comme un accouchement de la parole, à partir des entrailles, pourrait-on dire, où elle était embrouillée, où elle était engluée dans le désordre des affects qui empêchent de penser. Et je reprends volontiers aussi souvent une parole de Didier Anzieux qui disait qu'il faut parler, qu'il faut passer de l'émotion non pensée à la pensée de l'émotion. Passer de l'émotion non pensée, n'est-ce pas? Souvent, on aligne des faits, des situations, des gestes, et on oublie de dire, ou on ne veut pas dire les émotions qui y sont attachées. Or, elle est là, présente, quoi qu'on veuille. Donc, il faut essayer de passer de l'émotion non pensée à la pensée de l'émotion. C'est le travail d'éclaircissement de la parole. Cela permet donc le travail véritablement de la parole. Ça n'est pas un geste spontané, mais c'est véritablement un travail avec des reprises, avec des relances. Et je le dis encore, dans un cadre relationnel de confiance. Ce qui est une condition indispensable de son advenu. Donc c'est après ce premier temps de l'exposé, complété par les questions des collègues, le deuxième temps de la méthode, c'est ce que nous appelons la recherche d'intelligibilité. Même si un travail d'éclaircissement c'est déjà fait dans le premier temps. L'animateur invite ses collègues à avancer des hypothèses qui tentent de mettre du sens là où on le voyait pas de sens, où il n'y avait que du non-sens. Les participants du groupe sont invités dans le deuxième temps, intitulé la recherche d'éligibilité, à avancer des hypothèses qui tentent de mettre du sens là où il n'y avait auparavant pas de sens, ou du non-sens. Il intervient surtout, et c'est une particularité là, de la méthode du soutien au soutien, pour inviter les membres du groupe à changer de place, c'est-à-dire à imaginer la logique interne de l'autre dont on parle, de l'enfant ou du parent ou du collègue. Essayez d'imaginer la logique interne de l'autre, l'enfant ou l'adolescent perturbé, et pensez ainsi l'influence d'événements, de traumatiques passés sur son comportement présent. Il pense rarement à la perturbation que peut être pour un enfant de 4 ou 5 ans de la naissance d'un petit frère ou une petite sœur. Il y a parfois des changements extrêmement criants, spectaculaires, quand un petit enfant est né, même si les parents ont parlé à l'aîné de la venue de ce bébé, c'est une perturbation vraiment très très grande. Donc imaginez ce dont souffre l'enfant ou l'adolescent pour le voir autrement. Et il convient de ne pas s'arrêter là, de ne voir que l'influence des événements passés sur le comportement présent, mais de voir aussi, de penser, et là c'est une des leçons essentielles que Jacques Levine nous a données, que penser que tout enfant, tout adolescent est soucieux de sa croissance, tout adulte d'ailleurs aussi, et ne veut pas être réduit à la somme de ses actes. Donc la célèbre phrase de Sartre, l'homme est la somme de ses actes, c'est absolument à barrer de croire, je pense. Nous avons à penser l'enfant ou l'adolescent en difficulté, en lien, en croissance, à le penser en devenir et à l'accompagner sur un trajet difficile qui paraît souvent barré. Et sur cette parole créatrice, lien entre passé, présent et futur, que Jacques Levine a notablement insisté en forgeant le concept d'écoute ou de regard tripolaire.